Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce 17e podcast du Rookslot. Aujourd'hui, deuxième partie consacrée au sommeil. Donc dans la première partie, on a vu comment fonctionne le sommeil et pourquoi notre corps en a besoin. Et maintenant, on va s'intéresser plus concrètement à son importance en explorant ce qui se passe quand il fait défaut et aux différents troubles qui peuvent le perturber. Alors je vous préviens d'avance, certains éléments qu'on va aborder peuvent être inquiétants, mais surtout ne vous alarmez pas, l'objectif n'est pas de vous faire peur, mais de vous faire prendre conscience de l'importance vitale du dodo et aussi de vous aider à identifier les éventuels troubles pour pouvoir agir en conséquence. Première chose, donc ça va être les conséquences du manque de sommeil à court terme. On va commencer par ce qui se passe après une seule mauvaise nuit ou quelques nuits de sommeil insuffisant. Les effets sont bien plus graves et étendus qu'on ne le pense généralement finalement. Tout d'abord, sur le plan cognitif, le cerveau il fonctionne au ralenti. Bon, là, je vous apprends rien, on s'en est tous déjà rendu compte qu'après une mauvaise nuit ou quelques mauvaises nuits, le lendemain, c'est un peu plus compliqué de bosser. Oui, parce que notre concentration et notre attention, elles sont sérieusement diminuées. On a du mal à rester focalisé sur une tâche, on se laisse facilement distraire, et il y a des études qui montrent qu'après 17 heures sans dodo, nos capacités cognitives, elles équivalent à celles de quelqu'un avec 0,05% d'alcool dans le sang. Et après 24 heures sans dormir, on est à 0,10% au-dessus de la limite légale pour conduire dans la plupart des pays. Votre temps de réaction, donc, il va s'allonger considérablement. Et c'est particulièrement dangereux au volant, encore une fois. La somnolence au volant, elle est responsable de plus d'accidents mortels que l'alcool dans certains pays. Vous pouvez avoir des micro-sommeils de quelques secondes sans même vous en rendre compte. Imaginez fermer les yeux pendant 3 secondes à 130 à l'heure sur l'autoroute, vous parcourez facilement plus de 100 mètres sans avoir vu la route. Et sur 100 mètres, on sait ce qui peut se passer. Et en plus de ça, votre mémoire à court terme, elle est aussi affectée. Vous oubliez ce qu'on vient de vous dire, vous cherchez vos mots, vous perdez le fil de vos pensées au milieu d'une phrase. Votre capacité à former de nouveaux souvenirs, elle diminue de 40% après une nuit blanche. Et on ne parle pas de la nuit de Nouvel An. Votre capacité de jugement et de prise de décision, elle est aussi altérée. Vous avez du mal à évaluer les risques correctement, à peser le pour, le contre et à anticiper les conséquences. C'est particulièrement problématique pour les professionnels qui doivent prendre des décisions importantes, par exemple les médecins, les pilotes et les dirigeants. C'est pour ça que les médecins qui font des gardes de 24 heures, c'est encore et toujours la meilleure des idées qu'on ait eues. Votre créativité et votre capacité à résoudre des problèmes diminuent également. Les tâches qui nécessitent de la réflexion complexe ou de l'innovation, elles deviennent beaucoup plus difficiles. Ça, c'est pour le plan cognitif. Sur le plan émotionnel, on devient une version amplifiée et négative de nous-mêmes. L'irritabilité, c'est probablement le symptôme le plus universellement reconnu du manque de sommeil. On est à cran, sur les nerfs, il y a tout qui nous agace, la moindre petite chose, alors qu'en temps normal, on laisserait couler. Et une petite contrariété, justement, elle va avoir des réactions disproportionnées. En plus de ça, il y a notre anxiété qui augmente. Le cerveau devient hyper vigilant aux menaces potentielles. Les soucis s'amplifient, les problèmes paraissent insurmontables et il y a des scénarios catastrophes qui tournent en boucle dans la tête alors qu'il n'en est rien finalement. En plus de ça, on va devenir impulsif, moins capable de contrôler nos émotions et nos réactions. Le cortex préfrontal, qui normalement régule ces impulsions, il fonctionne moins bien. C'est comme si le superviseur sage de votre cerveau il s'absentait, laissant les parties émotionnelles prendre toutes les décisions à la one again. On a l'empathie qui diminue, on a plus de mal à lire les émotions des autres et à se mettre à leur place. Donc on devient plus centré sur soi-même et moins patient avec les autres. Ensuite, sur le plan physique, notre corps il accuse le coup de multiples façons. Le système immunitaire il va s'affaiblir immédiatement. Une seule nuit de mauvais sommeil réduit l'activité des cellules natural killer, qui sont en première ligne pour combattre les virus et les cellules cancéreuses de 70%. C'est une baisse spectaculaire. Si vous attrapez un rhume, vous serez malade plus longtemps si vous manquez de sommeil. Vous êtes aussi plus sensible à la douleur. Les chercheurs, ils ont découvert que le manque de sommeil amplifie les signaux de douleur dans le cerveau et ensuite ça va diminuer l'activité des zones qui atténuent normalement. Si vous souffrez de maux de dos, de migraines ou de toute autre douleur chronique, elle sera juste pire quand vous êtes fatigué. Et en plus de ça, il y a la coordination et les performances physiques qui diminuent. Les athlètes privés de sommeil courent moins vite, sautent moins haut, ils ont des réflexes plus lents. Bref, leurs gestes techniques, ils deviennent beaucoup moins précis. Et en plus de ça, on a encore plus faim. Surtout pour tout ce qui est aliments riches en calories. Comme on l'a vu, au niveau hormones de la faim, ça se dérègle. Et vous pouvez consommer 300-400 calories de plus par jour après une mauvaise nuit, souvent sous forme de snacks sucrés ou gras. Oui, parce que sinon ce serait pas drôle. Et votre apparence physique derrière, elle va se dégrader. On va avoir les yeux cernés, la peau terne, on a l'air fatigué, on a l'air crevé. On a une tête du gars qui n'a pas dormi pendant 24 heures. Et ça, c'est pour ce qui se passe à court terme. Parce que au niveau du manque de sommeil chronique, c'est encore un petit peu plus différent. Si on imagine ces effets à court terme, mais étirés sur des mois, des années, voire des décennies, le manque de sommeil chronique, même modéré, a des conséquences, désolé, mais dévastatrices sur la santé à long terme. Primo, le risque cardiovasculaire, il augmente de manière alarmante.
Des études portent sur des centaines de milliers de personnes qui montrent que dormir régulièrement moins de 6 heures par nuit, ça augmente le risque de maladie coronarienne de 20%, le risque d'AVC de 15%. Pourquoi? Parce que le manque de sommeil, il maintient votre système nerveux sympathique en état d'alerte. Ça va élever la pression artérielle même pendant la journée. Alors que normalement, votre pression artérielle, elle baisse d'environ 10 à 20% pendant la nuit, donnant à vos vaisseaux sanguins et à votre cœur un moment de répit. Et sans ce repos nocturne, votre système cardiovasculaire, il est sous pression constante, il ne s'arrête pas. C'est comme si vous étiez constamment sur le rupteur de la voiture. Et le manque de sommeil va aussi augmenter l'inflammation systémique de votre corps. Cette inflammation chronique, elle endommage les parois de vos artères et ça va favoriser la formation de plaques d'athérosclérose qui peuvent mener à des risques cardiaques et des AVC et tutti quanti. Et un fait fascinant et malheureusement tragique, c'est qu'on observe une expérience naturelle à grande échelle 2 fois par an dans de nombreux pays. Quand on passe à l'heure d'été et qu'on perd une heure de sommeil, le lendemain, on voit une augmentation de 24% des crises cardiaques. Voilà, c'est cadeau comme stat. Et à l'inverse, quand on repasse à l'heure d'hiver et qu'on gagne une heure de dodo, on observe une baisse de 21% des crises cardiaques. Et une seule heure ferait cette différence. Voilà, c'est un exemple, mais ça vous permet de voir quelque chose d'un peu plus concret. Deuxièmement, le diabète de type 2, lui, le risque est encore une fois accru. Le manque de sommeil chronique va perturber profondément la façon dont votre corps régule la glycémie. Après une seule semaine de sommeil insuffisant, vos cellules, elles deviennent résistantes à l'insuline. Votre pancréas, il doit produire de plus en plus d'insuline pour faire entrer le glucose dans les cellules. Et avec le temps, le système s'épuise et le diabète s'installe, tout simplement. Il y a des études qui montrent que les gens qui dorment moins de 5 heures par nuit ont un risque de développer un diabète de type 2 augmenté de 250% par rapport à ceux qui dorment 7-8 heures. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de préciser que c'est énorme? Je ne pense pas. La prise de poids et l'obésité deviennent donc plus probables. Les mécanismes sont multiples. Tout d'abord, comme on l'a vu, le dérèglement de la leptine et de la gréline vous donne plus faim. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans l'épisode 1. Ensuite, vous êtes trop fatigué pour faire de l'exercice. Vous cherchez de l'énergie rapide dans la bouffe, et particulièrement les sucres et les graisses, encore une fois. Et derrière, votre métabolisme y ralentit. Votre corps brûle moins de calories au repos. Et c'est le début du cercle. Et de plus, le manque de sommeil affecte votre prise de décision alimentaire, comme on l'a dit juste au-dessus. La partie de votre cerveau qui contrôle les impulsions fonctionne moins bien, alors que les centres de la récompense deviennent hyper actifs face à la nourriture. Et résultat, on a juste plus de mal à résister aux tentations alimentaires. Des études longitudinales montrent que les adultes qui dorment moins de 6 heures par nuit ont 55% de plus de risque de devenir obèses que ceux qui dorment 7-8 heures. Et chez les enfants, le risque augmente de 89%. Le manque de sommeil pendant l'enfance programme juste le métabolisme pour des décennies à suivre. Ensuite, on a aussi le système immunitaire qui s'affaiblit durablement. Au cours d'une étude, ils ont exposé des volontaires au virus du rhume. Voilà, tout simplement. Ceux qui dormaient moins de 7 heures avaient 3 fois plus de chances de développer la maladie que ceux qui dormaient 8 heures ou plus. Le sommeil, c'est pas juste corrélé à l'immunité, c'est un des piliers centraux. Le manque de sommeil chronique va réduire la production d'anticorps après une vaccination. Si vous faites vacciner contre la grippe après avoir mal dormi, votre corps produira jusqu'à 50% moins d'anticorps, ce qui va rendre le vaccin moins efficace, forcément. Et l'inflammation chronique causée par le manque de sommeil va accélérer le vieillissement et augmenter le risque de nombreuses maladies chroniques, de cancer aux maladies auto-immunes et j'en passe. On a aussi un risque de dépression et d'anxiété qui va augmenter dramatiquement, encore une fois. Le lien entre sommeil et santé mentale, il est bidirectionnel et il est très puissant. Le manque de sommeil va favoriser les troubles de l'humeur et ces troubles vont perturber à leur tour le sommeil, ce qui va juste créer encore une fois un cercle vicieux. Les personnes qui souffrent d'insomnie chronique ont 10 fois plus de risques de développer une dépression et 17 fois plus de risques de développer un trouble anxieux. Oui, désolé, mais il fallait qu'on le cale celui-là. Traiter les problèmes de sommeil peut juste améliorer significativement les symptômes des personnes dépressives. Le manque de sommeil affecte la production de sérotonine et de dopamine, qui sont des neurotransmetteurs cruciaux pour la régulation de l'humeur. Il va aussi amplifier l'activité de l'amygdale, qui est le centre de la peur et de l'anxiété dans le cerveau. Ensuite, pour ce qui concerne les risques de maladies neurodégénératives, celui-ci encore, il est accru. C'est un domaine de recherche relativement nouveau, mais les découvertes sont préoccupantes, vous vous en doutez. On a parlé du système lymphatique qui nettoie le cerveau pendant le sommeil. Sans ce nettoyage régulier, les protéines toxiques comme la bêta-amyloïde et la protéine Tau vont s'accumuler. On l'a dit dans le précédent podcast. Il y a des études qui montrent que même une seule nuit de privation de sommeil augmente les niveaux de bêta-amyloïde dans le cerveau. Alors imaginez juste cet effet accumulé sur des années de sommeil insuffisant. Encore une fois, des études épidémiologiques suggèrent que les personnes qui dorment chroniquement moins de 6 heures par nuit ont un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer. Il y a aussi une association entre les troubles du sommeil et la maladie de Parkinson. Forcément, encore une fois, on est sur une maladie neurodégénérative. Le lien exact, il n'est pas encore totalement compris, mais il est clair que le sommeil va jouer un rôle protecteur pour le cerveau vieillissant.
Donc vous vous doutez qu'avec tout ça, les performances cognitives à long terme, elles vont décliner. Mais oui, parce que le manque de sommeil chronique va affecter la structure même de votre cerveau. Des IRM ont montré une réduction du volume de matière grise dans certaines régions, et notamment notre fameux cortex préfrontal. Lui, il est encore une fois impliqué dans les fonctions exécutives, la prise de décision et le contrôle des impulsions. Donc la mémoire à long terme, elle va se détériorer et donc la capacité d'attention diminue de façon permanente. La créativité et la flexibilité cognitive vont s'éroder et ces effets peuvent persister même si vous rattrapez votre sommeil par la suite. Ok, ce qui est fait est passé. Ce qui va nous amener ensuite aux différents troubles du sommeil. On va parler maintenant de ces troubles proprement dits. Ils vont toucher environ 30 à 40% de la population à un moment ou à un autre de leur vie. Certains sont temporaires et bénins, forcément, mais d'autres sont chroniques et vont nécessiter un traitement. Et tout d'abord, le plus connu, forcément, c'est l'insomnie. Elle va se caractériser par une difficulté persistante à s'endormir, à rester endormi, ou par un réveil trop précoce, et malgré des conditions et des opportunités adéquates pour dormir. Ce dernier point, il est important, parce que c'est pas de l'insomnie si vous ne dormez pas parce que vous êtes en boîte de nuit à 4 heures du mat. C'est de l'insomnie si vous voulez dormir, que vous êtes au lit dans de bonnes conditions, mais que le sommeil ne vient pas. On parle d'insomnie chronique quand ces symptômes surviennent au moins 3 nuits par semaine pendant plus de 3 mois. Et une petite dédicace à Indochine. L'insomnie aiguë, qui dure quelques jours ou quelques semaines, est généralement liée à un stress passager. Et donc, il existe différents types d'insomnie selon le moment où elle se manifeste. D'abord, on a l'insomnie d'endormissement. Vous vous mettez au lit à une heure raisonnable, mais votre esprit refuse de se calmer. Les pensées vont tourner en boucle, vous regardez le plafond, vous comptez les moutons, vous tournez, vous retournez, et tutti quanti. Il y a une heure qui passe, puis deux, puis vous essayez de dormir. Plus vous êtes frustré, et plus le sommeil s'éloigne. Et vous finissez par vous endormir vers 2-3 heures du matin, épuisé, pour devoir vous lever quelques heures plus tard, parce que oui, parfois, il faut aller travailler quand même. Ça, c'est la première. Ensuite, on a l'insomnie de maintien. Vous vous endormez sans problème, parfois en quelques minutes, mais quelques heures plus tard, vers 2 ou 3 heures du matin, vous vous réveillez. Parfois pour une raison apparente, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, accessoirement, soit souvent sans raison évidente. Et là, c'est impossible de vous rendormir. Votre esprit s'active, c'est bon, le cerveau il est passé en mode on, et vous pensez à tout et n'importe quoi, et vous vous inquiétez pour le lendemain, vous pensez au dernier dossier que vous avez sur le bureau, et vous regardez l'heure toutes les 10 minutes en calculant combien d'heures de sommeil il vous reste, et en vous disant, mince, il faut que j'arrive à dormir. Ensuite, on a l'insomnie terminale. Vous vous réveillez beaucoup trop tôt, plusieurs heures avant l'heure prévue, et vous ne pouvez juste pas vous endormir, même si vous êtes encore fatigué. C'est particulièrement fréquent dans le cas de la dépression. Et les causes de l'insomnie sont multiples et sont souvent forcément intriquées. Primo, le stress et l'anxiété sont les coupables les plus fréquents, on va sans doute pas vous l'apprendre. Vous ruminez vos problèmes, vous anticipez les difficultés du lendemain, vous rejouez les conversations, etc., etc. Votre système nerveux, il reste en mode alerte, ok? Tout est en mode on. C'est impossible de vous détendre suffisamment pour dormir. Et la dépression affecte profondément le sommeil. Elle peut causer n'importe quel type d'insomnie, mais l'éveil précoce est particulièrement caractéristique, encore une fois. Ensuite, on a les mauvaises habitudes de sommeil, qu'on appelle une mauvaise hygiène de sommeil. Des horaires irréguliers, un environnement non propice avec trop de lumière, de bruit, une mauvaise température, l'utilisation d'écran avant le coucher, on ne va pas le répéter, ou la caféine encore trop tard dans la journée. Certains médicaments peuvent aussi perturber le sommeil. Les corticostéroïdes, certains antidépresseurs, eh oui, malheureusement, les médicaments pour l'asthme, pour l'hypertension et même certains décongestionnants. Ensuite, on peut aussi ajouter des conditions médicales douloureuses comme tout ce qui est arthrite, fibromyalgie, cancer ou inconfortable, avec des reflux gastriques, des problèmes respiratoires qui peuvent rendre le sommeil difficile. Et un phénomène pernicieux peut s'installer, c'est l'insomnie psychophysiologique. Au début, vous avez du mal à vous endormir à cause du stress, par exemple. Et ensuite, vous commencez à vous inquiéter de ne pas dormir. Ok, forcément. Et le lit devient associé à l'anxiété plutôt qu'au sommeil. Donc vous dormez mieux en voyage ou sur le canapé que dans votre propre lit. C'est un conditionnement négatif qui nécessite souvent une thérapie spécifique pour être dénoué. Ensuite, on a aussi l'apnée du sommeil, qui est un trouble sérieux et potentiellement dangereux et terriblement sous-diagnostiqué. On estime qu'environ 80% des cas ne sont juste pas diagnostiqués. Et elle va se caractériser par des arrêts répétés de la respiration pendant le sommeil, tout simplement. Ces pauses, qu'on appelle forcément des apnées, elles peuvent durer de quelques secondes à plus d'une minute. Elles sont suivies de micro-réveils dont la personne n'a généralement pas conscience. Et ces micro-réveils nous permettent de, accessoirement, reprendre la respiration, ce qui peut être pratique quand même. Et on retrouve deux types principaux. Tout d'abord, l'apnée obstructive, la plus fréquente, se produit quand les muscles de la gorge se relâchent trop pendant le sommeil, ce qui va venir bloquer les voies respiratoires. Imaginez essayer de respirer à travers une paille qui s'écrase. Votre corps lutte pour faire rentrer l'air jusqu'à ce qu'un micro-réveil réouvre les voies. L'apnée centrale, elle, est plus rare et elle se produit quand le cerveau oublie temporairement d'envoyer le signal de respirer. Voilà, oui, ça peut arriver.
Et on a différents signes pour l'apnée du sommeil. D'abord, des ronflements très bruyants, souvent décrits par le partenaire comme assourdissants. Voilà, on ne dira pas qui généralement en est concerné. Mais attention, tout le monde ne ronfle pas avec l'apnée du sommeil. Attention. Ensuite, on a des pauses respiratoires observées par le partenaire, suivies d'une respiration bruyante, souvent avec un halètement ou un reniflement. On aura aussi une sensation d'étouffement pendant la nuit qui peut vous réveiller en sursaut. Et ensuite, une fatigue intense au réveil malgré avoir passé 8 à 9 heures au lit. Vous vous réveillez avec la sensation de ne pas avoir dormi du tout. On ajoute aussi une somnolence diurne excessive, donc vous vous endormez dès que vous êtes assis tranquillement devant la télé, en réunion, ou même parfois en parlant ou en mangeant. Il peut y avoir des maux de tête matinaux qui sont causés par les variations d'oxygène pendant la nuit, des troubles de la concentration, de la mémoire, une irritabilité et des changements d'humeur, un besoin fréquent d'uriner pendant la nuit. Et c'est pour tout ça que l'apnée du sommeil, elle est dangereuse. Chaque apnée prive votre cerveau et votre corps d'oxygène. Votre taux d'oxygène sanguin peut chuter de façon significative, ce qui va forcer votre cœur à battre plus fort. Et c'est ça qui va créer un stress énorme sur votre système cardiovasculaire. Les personnes avec apnée du sommeil non traitées ont un risque significativement accru d'hypertension, d'arythmie cardiaque, de crise cardiaque et d'AVC. En plus de ça, la fragmentation du sommeil causée par les micro-réveils constants, ça empêche d'atteindre les stades de sommeil profond et paradoxal dont on a parlé encore une fois dans le premier épisode. Vous passez peut-être 8 heures au lit, mais la qualité de votre sommeil, elle est catastrophique. Donc l'apnée du sommeil, elle touche plus souvent les hommes, les personnes en surpoids ou obèses, et ça va s'aggraver avec l'âge. Le tour de cou est un facteur de risque, au-dessus de 43 pour les hommes et de 38 pour les femmes. Le risque augmente. Mais des personnes minces peuvent aussi en souffrir si elles ont certaines particularités anatomiques, comme une mâchoire reculée, des amygdales volumineuses, etc. Autre petit syndrome, celui des jambes sans repos. C'est un trouble neurologique, souvent mal compris et sous-estimé. Il va provoquer des sensations désagréables dans les jambes, comme des fourmillements, des picotements, des brûlures, des impressions de décharge électrique, des sensations de besoin irrépressible de bouger, et certains le décrivent comme des insectes qui rampent sous la peau ou une effervescence dans les muscles. Chacun y trouvera sa description. Ces sensations, elles s'intensifient le soir et la nuit, particulièrement quand vous êtes au repos, forcément. C'est exactement le moment où vous voulez vous détendre et dormir. Bouger les jambes soulage temporairement, mais dès que vous vous arrêtez, les sensations reviennent. Certaines personnes doivent se lever et marcher au milieu de la nuit pour trouver un soulagement. Imaginez alors essayer de dormir avec cette envie constante de bouger les jambes. C'est juste épuisant physiquement et mentalement. Beaucoup de personnes souffrent de ce symptôme, développent aussi de l'insomnie et une anxiété liée au sommeil. Les causes ne sont malheureusement pas totalement comprises, mais elles impliquent souvent un déséquilibre de la dopamine dans le cerveau et parfois une carence en fer. Le syndrome peut être héréditaire et s'aggrave souvent avec l'âge, la grossesse et certains médicaments. Mais encore une fois, on va vous inviter à vous orienter vers un professionnel de santé pour le diagnostic et la prise en charge. La narcolepsie, c'est un trouble neurologique rare qui affecte environ une personne sur 2000, mais il est très fascinant et très handicapant également. Le symptôme principal, c'est une somnolence diurne excessive et incontrôlable. Les personnes narcoleptiques peuvent s'endormir n'importe où, n'importe quand, même en pleine activité. Elles peuvent s'endormir en parlant, en mangeant, en marchant, au travail ou en conduisant. Vous voyez, c'est là où c'est le plus dangereux. Ces attaques de sommeil, elles durent généralement quelques minutes. Et suite à quoi, la personne se réveille comme si de rien n'était. Il y a environ 70% des personnes narcoleptiques qui souffrent aussi de cataplexie. C'est une perte soudaine du tonus musculaire qui est déclenchée par une émotion forte, généralement positive, comme le rire. La personne, elle peut s'effondrer complètement ou juste avoir un affaissement partiel. Donc ça peut être la mâchoire qui tombe, un genou qui fléchit, et elles restent conscientes pendant l'épisode, mais elles ne peuvent pas bouger. Il y a d'autres symptômes qui incluent la paralysie du sommeil, donc c'est une incapacité de bouger au moment de l'endormissement ou du réveil, et des hallucinations hypnagogiques, donc c'est une vision ou des sons au moment de s'endormir. La narcolepsie, elle est causée par la perte de neurones qui produisent l'hypocrétine. C'est un neurotransmetteur qui régule l'éveil, et cette perte, elle est probablement due à une réaction auto-immune. À côté de ça, on a les parasomnies qui vont regrouper des comportements anormaux qui surviennent pendant le sommeil ou lors de transitions veille-sommeil. Le somnambulisme est probablement la parasomnie la plus connue. La personne se lève pendant le sommeil profond et peut marcher, parfois accomplir des tâches comme préparer à manger, même conduire en restant endormie. Elle a généralement les yeux ouverts, mais le regard est complètement vide. Si vous lui parlez, elle peut répondre de façon confuse ou au réveil, elle se souvient de rien. Le somnambulisme est plus fréquent chez les enfants et diminue généralement avec l'âge. Mais il peut être dangereux si la personne sort de la maison ou manipule des objets dangereux comme un petit couteau si elle est en train de faire à manger. Les terreurs nocturnes sont différentes des cauchemars. Elles surviennent pendant le sommeil profond, généralement dans les premières heures de la nuit. La personne semble terrifiée, peut crier, pleurer, avoir l'air paniquée, mais en réalité, elle n'est pas vraiment réveillée.
Son cœur va battre très vite, la personne va transpirer, mais elle ne répondra pas aux tentatives de réconfort. Et l'épisode peut durer de quelques minutes à une demi-heure par exemple. Et au matin, encore une fois, elle ne s'en souviendra pas du tout. Et c'est particulièrement fréquent chez les jeunes enfants et c'est très effrayant pour les parents qui vont assister à la scène. Les cauchemars, eux, ils surviennent pendant le sommeil paradoxal et ce sont des rêves très négatifs dont on se souviendra forcément au réveil. Des cauchemars occasionnels sont normaux, mais quand ils deviennent fréquents et perturbent le sommeil de façon significative, c'est un trouble du cauchemar qui va nécessiter un traitement, souvent lié à l'anxiété, ça peut être du stress post-traumatique ou certains médicaments. Ensuite, on a le trouble du comportement en sommeil paradoxal qui est fascinant et qui peut être potentiellement dangereux. Normalement, pendant le sommeil paradoxal, on est paralysé pour ne pas agir dans nos rêves. Mais chez certaines personnes, cette paralysie, elle ne fonctionne pas correctement et elles vont jouer physiquement leurs rêves. Elles peuvent donner des coups, crier, sauter du lit. Et c'est dangereux pour elles ou pour les personnes qui vont dormir avec. Ce trouble touche souvent les hommes de plus de 50 ans et peut parfois être un signe précoce de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Ensuite, on a encore une fois des troubles du système circadien qui peuvent survenir quand l'horloge biologique n'est pas alignée avec l'environnement. Le jet lag, c'est l'exemple parfait que tout le monde connaît. Un vol transméridien, votre horloge interne est décalée par rapport à l'heure locale, votre corps pense qu'il est 3 heures du matin alors que l'horloge locale indique midi. Et forcément, vous n'avez pas du tout la dalle, parce que vous vous sentez fatigué au mauvais moment et éveillé quand vous devriez dormir. Et il faut généralement un jour par fuseau horaire traversé pour s'adapter. Ça vous donne une petite règle de base. Et ça peut se rejoindre au trouble du travail posté qui va affecter les personnes qui travaillent la nuit ou en horaire tournant. Leur horloge biologique, elle ne peut jamais vraiment s'adapter parce qu'elle reçoit des signaux contradictoires. Travaille la nuit, milieu lumière du jour, par exemple. Et ces personnes, elles ont des risques accrus de nombreux problèmes de santé, comme des troubles cardiovasculaires, des problèmes digestifs, la dépression et même certains cancers selon l'OMS. Le syndrome du retard de phase touche particulièrement les adolescents et les jeunes adultes. Leur horloge est décalée vers le tard. Ils ne peuvent pas s'endormir avant 2-3 heures du matin et ils ont énormément du mal à se réveiller le matin. C'est pas de la paresse ou un manque de volonté, c'est un véritable trouble du rythme circadien. Et malheureusement, la société, école, travail, fonctionne selon un rythme matinal, ce qui va créer un conflit constant chez ces personnes. On a en plus de ça le syndrome d'avance de phase qui lui va être le contraire. Les personnes s'endorment très tôt le soir, vers 18-19 heures, et se réveillent très tôt le matin, vers 3-4 heures. C'est plus rare et ça touche surtout les personnes âgées. C'est pour ça qu'ils sont à 8 heures devant le magasin pour faire les courses parce que ça fait déjà 4 heures qu'ils sont réveillés. Mais alors, avec tout ça, vous allez vous demander quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, quand est-ce qu'il faut consulter. Voici quelques signes d'alerte. Primo, vos problèmes de sommeil durent depuis plus de 3 mois malgré vos efforts pour améliorer votre hygiène de sommeil. Deuxio, votre sommeil ou son manque affecte significativement votre vie quotidienne, votre travail, vos relations, votre humeur, votre santé. Ensuite, vous vous endormez de façon incontrôlable pendant la journée, dans des situations inappropriées. Autre signe, votre partenaire observe des arrêts respiratoires pendant votre sommeil ou des ronflements très bruyants. Bon, ça on l'a déjà vu. Vous pouvez aussi avoir des comportements inhabituels pendant le sommeil, comme des somnambulismes, des cris, des mouvements violents, ou alors si vous ressentez des émotions désagréables dans les jambes qui vous empêchent de dormir, ou encore si vous vous réveillez avec des maux de tête fréquents ou une sensation d'étouffement. Et si vous reconnaissez un ou plusieurs de ces signes, n'hésitez pas à consulter un médecin. Il pourra vous orienter vers un spécialiste du sommeil si nécessaire. Il existe aujourd'hui des traitements efficaces pour pratiquement tous les troubles du sommeil. Alors ne souffrez pas en silence en pensant que c'est normal ou que ça va passer, parce que le sommeil il est beaucoup trop important pour votre santé pour être négligé. Voilà, on a vu à quel point le manque de sommeil, même modéré, peut être impactant. Alors on a aussi vu pour le chronique. Comme quoi, ça peut avoir des conséquences très graves et sur pratiquement tous les aspects de votre santé, que ce soit le cardiovasculaire, le métabolique, l'immunitaire, etc. On a aussi pu voir et explorer les différents troubles qui peuvent affecter la qualité et la quantité de nos sommeils et qui touchent des millions de personnes. Alors, l'ensemble des infos qu'on a vues, elles peuvent vous paraître alarmantes, mais encore une fois, elles ne doivent pas vous décourager. Au contraire, le but étant de comprendre l'importance du sommeil et d'identifier les potentiels problèmes pour que ce soit la première étape vers une amélioration. Parce que la bonne nouvelle, c'est celle que nous allons explorer en détail dans notre troisième et dernière partie, c'est qu'il existe des solutions scientifiquement prouvées, accessibles, souvent simples à mettre en œuvre et qui peuvent transformer radicalement la qualité de votre sommeil et, par extension, tout simplement votre qualité de vie. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour la suite de l'épisode pour voir ensemble comment améliorer son sommeil, les différentes méthodes et les solutions qu'on peut voir ensemble. Passez une bonne journée et à la prochaine. Bisous.